Si le MiG-15 fut une réussite pour le bureau d'études Mikoyan et Gourovitch, MiG va en poursuivre le développement avec le MiG-17 mis en service dès 1952. Esthétiquement très proche du MiG-15, d'ailleurs, à part les 3 cloisons d'extrado sur la voilure qui le caractérisent, il est difficile de les différencier pour l'œil non averti. Bien que toujours subsonique et possédant le même armement, toutes les prestations sont revues à la hausse car la nouvelle voilure permet d'augmenter la stabilité et la maniabilité aux hautes vitesses, défaut majeur de son prédécesseur. Et son nouveau moteur VK1F permet de meilleures accélérations grâce à la post-combustion. Grande réussite lui aussi, il a été fabriqué à plus de 10 000 exemplaires. Beaucoup ont été vendus entre autres à la Chine sous la désignation J4, puis carrément produits sous licence sous la désignation J5. Mais à cette période de course à l'armement, MiG planche déjà sur plusieurs projets d'avions supersoniques, dont le premier voit très rapidement le jour dès 1953 pour proposer un adversaire sérieux au F-100 Super Sabre. Basé sur le MiG-17, le MiG-19 devient néanmoins biréacteur, équipé de 2 Toumansky RD-9. Ce moteur est le premier réacteur de conception entièrement soviétique. Et n'étant plus centrifuge mais axial, il est aussi puissant que le VK1F, bien qu'il soit plus fin. Ce qui permet à la silhouette du MiG-19 de rester assez proche de son prédécesseur, avec une voilure en flèche un peu plus marquée. Ces modifications permettent à la machine d'atteindre 1400 km/h. Mais sa mise en service en 1955 sous la pression des Occidentaux fut un peu trop rapide et des accidents vont entacher son début de carrière avec des réservoirs qui explosent entre autres. Fabriqué également en Chine sous licence sous la désignation J6, sa production va être plus limitée. Tout est relatif, avec 2000 exemplaires soviétiques et 3000 chinois. C'est surtout qu'il subit déjà la concurrence interne du second projet supersonique de chez MiG, bien plus prometteur finalement avec le retour d'un avion monomoteur développé autour du nouveau turboréacteur de Toumansky, le R11, presque 2 fois plus puissant que le RD-9. La nouvelle et légère cellule qui va recevoir ce moteur est issue d'études aérodynamiques très poussées de la part du Tsagi. Mais le choix de la voilure n'a pas pu être tranché. Les résultats sont très proches, que ce soit pour une voilure en flèche très marquée autour de 60 degrés ou pour une voilure delta à 55 degrés. Le pragmatisme soviétique va mener à la réalisation de 2 prototypes, le E2 avec une aile en flèche finalement proche des productions habituelles de la marque, et un E4 bien plus original avec une aile delta, mais au contraire de toutes les productions occidentales, elle est en position centrale et l'empennage horizontal est toujours présent. Les essais de mise au point vont se poursuivre jusqu'en 1958, date à laquelle il est décidé de garder comme solution finale la voilure delta qui s'est montrée légèrement meilleure. Courant 58, pendant la deuxième crise de Taïwan, les Chinois engagent une centaine de J2 et de J5 qui vont se frotter à une force taïwanaise réduite à seulement une trentaine de F-86F. Mais ces derniers prennent l'avantage à la grande stupeur des Chinois car ils viennent d'être équipés d'une nouvelle arme, le missile à guidage infrarouge courte portée Sidewinder. Même si leur efficacité est relative, leur impact sur les tactiques de combat est colossal. Coup du destin, un des pilotes chinois battant en retraite ramène son appareil endommagé, un missile ayant eu un dysfonctionnement coincé dans la tuyère. Transféré en URSS, la société Wimpel va mettre 2 ans pour en réaliser une copie, le K13R3S. Et juste avant sa mise en service en 1960 donc, MiG modifie son nouveau chasseur à aile delta pour recevoir cette nouvelle arme. C'est le MiG-21 F-13 au code OTAN Fishbed-C. Il est nommé affectueusement par les Russes balalaïka, un instrument de musique très populaire en Russie dont la forme rappelle fortement celle du MiG. Cette première série est conçue surtout comme un intercepteur de jour, capable d'atteindre Mach 2 avec un très fort taux de montée. L'autonomie est tout de même réduite et l'armement offensif se résume aux 2 missiles R3S et un seul canon NR-30, alors que le MiG-19 en possède 3 pour rappel. Et même s'il apparaît rustique comparé aux productions occidentales bardées d'électronique, il possède quelques raffinements technologiques, comme une verrière qui, s'ouvrant vers l'avant, se transforme en capsule pour protéger le pilote lors de l'éjection. Et le cône d'entrée d'air, dans lequel est logé un simple radar télémétrique, est mobile, réglé en manuel par le pilote, pour optimiser l'alimentation du moteur en fonction des différentes situations de vol. Ces appareils vont être diffusés dans tous les pays membres du pacte de Varsovie, et bien sûr au Vietnam du Nord. Aux côtés des MiG-17 et des J6, les prestations en combat de ces agiles machines vont obliger les États-Unis à repenser totalement leur tactique de combat au cours du conflit. Par contre, les relations entre la Chine et l'Union soviétique s'étant détériorées début 1960, elles sont définitivement coupées alors que le transfert de technologie concernant le MiG-21 était en cours. Une production sous licence n'est donc plus possible, mais cela ne va pas arrêter la Chine, qui se lance de la réalisation du chasseur J7, un presque MiG-21 adapté à leur outil industriel. La mise au point sera longue et n'aboutira à une mise en production qu'en 1970. Du côté russe, l'avion a déjà évolué avec une seconde génération, la série PF, ou FL en version d'exportation, code Fishbed-D,
qui a introduit de nombreuses améliorations dont un radar de détection RP21 qui offre ainsi une capacité tout temps à l'avion. Logé dans un cône mobile maintenant automatique, plus imposant qui a nécessité une plus grande entrée d'air. On note également la naissance d'une arête dorsale permettant une petite augmentation de la capacité de carburant et l'installation de nouvelles roues pour opérer sur des terrains non pavés. Qui ne rentrent plus dans l'avion, leur logement a dû être agrandi. C'est la bosse que l'on voit juste au-dessus de la voilure. Et bien que le moteur soit un peu plus puissant, un système de soufflage des volets très ingénieux est mis en place sur les Fishbed E. Utilisant l'air issu des compresseurs du réacteur, il permet de maintenir des vitesses de décollage et d'atterrissage raisonnables, malgré tout l'embonpoint pris à cause de ces modifications. D'ailleurs, le canon interne NR30 a été supprimé pour gagner du poids. Mais comme pour les Américains, le retour d'expérience du Vietnam va imposer le remontage d'un canon. En nacelle pour la version PFM, code Fishbed F, un très puissant GSH 23 bitube capable de tirer plus de 3000 coups à la minute. Pour finir, la verrière s'ouvre maintenant sur le côté, car le nouveau siège éjectable plus performant ne nécessite plus le précédent système. À la fin des années 60, la machine évolue encore. Une troisième génération avec la série S, dont la version la plus notable, la SM, nommée MF à l'export avec le code Fishbed H, dont le but est d'octroyer au MiG-21 plus de polyvalence et plus d'emport de charge, avec l'ajout de 2 pylônes supplémentaires et le retour du canon en interne. Il possède un moteur plus moderne et plus performant, le Tumanski R13, qui approche les 7 tonnes de poussée, ainsi qu'un nouveau radar RP22. Il peut ainsi utiliser des missiles R3R guidés par radar ou les nouveaux R60 infrarouges, bien plus performants que les R3S. Pour finir, l'épine dorsale devient énorme pour la version SMT, code Fishbed J, pour ajouter des centaines de litres de carburant supplémentaires. À partir de 1972, les MiG-21 vont subir leur dernière mise à jour sous le régime soviétique avec l'introduction de la version BIS, la quatrième génération au code Fishbed L. La cellule de l'avion est redessinée et allégée, avec un retour à une épine dorsale plus discrète pour limiter l'instabilité induite par le carburant si haut placé des précédentes versions. Le R13 laisse sa place au Tumanski R25 plus performant encore pour la version Fishbed N. Et partage des éléments de l'avionique issus du MiG-23. D'ailleurs, ce sont ces derniers qui remplacent justement les MiG-21 au sein de l'armée russe pour être définitivement retirés du service dans les années 80. Et si de nombreuses versions d'exportation sont encore en service, le MiG-21 a été fabriqué également sous licence, et particulièrement en Inde, où une version Bison de 5e génération y opère toujours. C'est une modification réalisée en 1991 avec une verrière redessinée sans montant et avec le remplacement de l'avionique par celle du MiG-29 avec tout l'armement qui va avec. Dans la même veine, les MiG-21 Lancer de l'armée de l'air roumaine sont des MiG-21 bis dont l'avionique a été modernisée par l'équipementier israélien Elbit. Il ne faut pas oublier non plus que les Chinois, qui déjà ne s'étaient pas privés pour modifier le J6 en version d'attaque au sol Q5 par exemple, ont appliqué la même règle avec le J7, qui au fur et à mesure de ses évolutions fut ainsi le plus grand concurrent à l'exportation des MiG-21, dont les dernières versions présentent des avions assez loin du F-13 originel, comme le J7E mis en service dans les années 90 et sa voilure à double delta. Ou son cousin, le J8, une sorte d'évolution en intercepteur lourd à 2 moteurs, dont la deuxième série est également toujours en service. Tout comme le MiG-15, robuste, performant et relativement peu cher, c'est en toute logique que la production de MiG-21 a atteint des records. Avec 14 000 exemplaires produits sur plus de 30 ans et avec pas moins de 30 versions différentes utilisées par une soixantaine de pays, cela fait de lui sans conteste le chasseur supersonique le plus produit de l'histoire. Et pour être complet sur cet avion de légende, il faudrait également traiter les nombreuses versions de développement, d'essais et de records. Mais si je devais en choisir une des plus remarquables, ce serait celle du MiG-21I, de 1968. Une étonnante version réalisée pour servir de bande d'essai de la voilure en delta et la gestion des commandes associées du Tupolev Tu-144. Une autre et étonnante drôle de machine.